Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test matériel et aujourd'hui je vais vous présenter mes retours sur la MTL Adapt de Merrell. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors, juste avant de nous concentrer et de nous focaliser sur la MTL Adapt de Merrell, je vous propose juste de refaire un petit panorama de qu'est-ce que c'est que la gamme Merrell pour comprendre mieux le positionnement de cette chaussure. Parce que la gamme de Merrell, je la trouve en fait très claire, très lisible, très efficace. Elle s'est beaucoup améliorée ces dernières années et là ils viennent de la parfaire avec le modèle que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et donc je trouve ça intéressant juste de faire un petit retour sur quelles sont les chaussures que Merrell propose et comment elle se place par rapport aux autres, à ses petites sœurs, ses grandes sœurs qui sont déjà disponibles. Je vais partir des plus légères aux plus imposantes. La première, c'est la MTL Skyfire 2, Matrix ou pas. Alors, c'est celle qui est typée plutôt KV, format très court, format très rapide. Il n'y a quasiment pas d'amorti, elles sont extrêmement flexibles, etc. C'est peut-être la seule chaussure de Merrell que j'ai pas réellement testée. Je l'ai passée sur des salons, mais j'ai pas vraiment couru avec. C'est une chaussure ultra light, 180 grammes, donc c'est vraiment plutôt typé kilomètre vertical, format très court. Voilà, il n'y a pas grand-chose sous le pied. Ensuite, on a la MTL Long Sky 2, qui est celle-ci que je vous avais testée l'année dernière, qui est toujours un vrai bijou. Moi, j'adore courir avec cette chaussure dès que je peux. En ce moment, mes entraînements ici prêtent pas trop, mais ça reste une de mes chaussures préférées. Vous voyez, elle est quand même assez flexible. Elle store un peu dans tous les sens. Elle pèse 220 grammes. Elle est plutôt typée format court et moyen, disons. Alors, il y a toujours ces espèces de gros crampons, et ça va être intéressant de vous les montrer maintenant, parce qu'en fait, ils ont été transférés sur la chaussure dont on va parler dans cette vidéo. Mais donc voilà, plutôt chaussure typée format court à moyen. J'ai l'impression que moi, je me vois bien la porter jusqu'à une quarantaine de kilomètres maximum. Elle pèse 220 grammes, mais voilà, c'est une chaussure qui est également typée plutôt pour de la vitesse, type skyrunning ou des courses où ça court un petit peu, format moyen, mais je me vois pas aller beaucoup plus loin avec. Ensuite, on a certainement celle qui est ma chaussure préférée aujourd'hui, toute catégorie, on va dire, confondue, qui est la Agility Peak 5. Alors déjà, elle n'est pas estampillée MTL, la Agility. Peut-être que ça changera avec la Agility Peak 6. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'imagine bien qu'ils vont faire une évolution de celle-là. Peut-être que ce sera la MTL Agility Peak 6. En tout cas, celle-là, elle n'est pas estampillée MTL. Je ne sais pas trop vous dire pourquoi. Mais ça, c'est vraiment une de mes chaussures préférées, la Agility Peak 5. Je pense que c'est ma troisième paire, si je dis pas de bêtises. Je l'adore. Je l'utilise dans tellement de circonstances différentes. C'est vraiment leur modèle polyvalent qui va du court à l'ultra avec, bon, elle fait quand même un certain poids, elle est à 270 grammes, mais il y a de l'amorti à l'arrière, elle est dynamique, à l'avant aussi, elle est dynamique, elle est confortable, elle accroche super fort, et ça, c'est vraiment un point commun à toutes les chaussures de Merrell, donc c'est super. Donc voilà, chaussure plutôt polyvalente qui va jusqu'au format long, voire ultra, selon ce que vous recherchez. Mais, depuis quelques temps, on a vu apparaître sur le marché des chaussures qu'on appelle max cushioning, donc des chaussures avec un énorme amorti, que certains organismes appelleraient maximalistes. Et Merrell, ils en avaient pas encore, c'est-à-dire que la chaussure la plus longue, pour les plus longues distances qu'ils avaient à vous proposer, c'était celle-ci. Sauf que moi, celle-ci, par exemple, je cours un 80 avec aucun problème, je cours un 40 avec sans problème, mais peut-être que sur un ultra, par exemple un 100K, un 120K, un 100 miles, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent plus d'amorti, plus de confort, quelque chose d'un peu plus protecteur. C'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui peuvent le vouloir. Et actuellement, jusqu'à il y a pas longtemps, la gamme Merrell ne proposait pas de modèle qui permettait de traiter, on va dire, cette demande de la part de certains coureurs. Et j'ai l'impression, en plus, de la part d'une quantité grandissante de coureurs et de coureuses, parce que j'ai quand même l'impression qu'on se rend compte petit à petit que les chaussures ultralight, c'est bien de gagner du poids, mais que sur les plus longs formats, c'est quand même bien d'avoir une chaussure où, ok, elle est un peu plus lourde, mais on est vachement bien dedans. Et c'est à cette fin-là que Merrell, en tout cas j'ai le sentiment, que Merrell a développé la MTL Adapt que je vous présente ici. Donc c'est une chaussure qui est vraiment pensée pour les formats longs, pas du tout pour les formats courts. La gamme propose ce qu'il faut en termes de format court. C'est une chaussure qui est pensée pour les formats longs, les ultra trail, et ou pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose de très protecteur, très moelleux, très confortable, un maximum d'amorti, un maximum de stabilité également, on va en reparler plus tard. Bref, une chaussure qui protège, et donc autant elle va être adaptée pour des formats ultra, autant pour des personnes qui, même sur des formats plus courts, souhaitent quelque chose de protecteur pour X ou Y raison, j'ai pas de jugement là-dessus, et cette chaussure-là, la MTL Adapt, elle est censée venir combler ce gap qui n'était pas encore disponible dans la gamme Merrell.
Alors moi, après avoir fait le test de cette chaussure et après avoir fait beaucoup de bornes avec au pied, j'ai le sentiment qu'elle se trouve, cette MTL Adapt, directement dans la lignée de la Ultra Glide 3 et de la S-Lab Ultra Glide. J'ai jamais testé la S-Lab Ultra Glide, mais je vous avais réalisé le test de la Ultra Glide 3. Si je mets les deux chaussures côte à côte, on va voir qu'en fait, en termes d'amorti au niveau du talon, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Il y a un peu plus de rocker sur la MTL Adapt, là où la Ultra Glide 3, je lui reprochais un certain manque de dynamisme. Mais bon, on est quand même sur des chaussures qui sont pensées pour le même type d'utilisation, à savoir de la longue distance, de l'ultra, beaucoup d'amorti, beaucoup de stabilité, parce que ça c'était un point fort de la Ultra Glide 3. On va en parler pour la MTL Adapt. Donc voilà un petit peu pour moi dans quelle lignée se trouve, et donc j'ai l'impression que la MTL Adapt que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la concurrente directe de la S-Lab Ultra Glide, plus la concurrente de la S-Lab Ultra Glide que la concurrente de la Ultra Glide 3. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même une réflexion, une visée performance, une visée un peu plus performance et compétition que sur la Ultra Glide 3. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de recherche de dynamisme sur celle-ci, là où la Ultra Glide 3, c'était peut-être pas le critère numéro 1. Bref, c'est du détail, mais je trouve que c'est plutôt la concurrente directe de la S-Lab Ultra Glide. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les caractéristiques techniques de cette chaussure-là, de la MTL Adapt de Merrell, et ensuite on verra mes retours et qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur cette chaussure que j'ai bien poncée. Je préfère vous le dire dès maintenant, si vous cherchez un test qui ne dit pas du bien de cette chaussure-là, vous n'allez pas être satisfait dans cette vidéo, parce que je suis complètement tombé amoureux de ce modèle-là, et c'est vraiment, j'ai pris un plaisir dingue à courir avec elle. Donc je vous en reparle de ça juste après les caractéristiques techniques. En termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 290 grammes en 42 hommes, 350 grammes en 46,5, c'est le modèle que vous avez sous les yeux. Pour la hauteur du stack au talon, on est un petit peu en dessous de la Ultra Glide 3, on est à 36 mm au talon, 30 mm à l'avant, ce qui nous donne un drop de 6 mm. Concernant le mesh, on est sur du Matrix avec un entremêlement de fils en Kevlar et en polyamide, donc qui est censé augmenter la durabilité, en tout cas qui propose une durabilité élevée. Pour les lacets, c'est des lacets classiques plats, mais rugueux. Je peux pas vous les montrer dans la vidéo, mais on le sent au toucher immédiatement. Ils ont des micro-points en relief qui accrochent entre eux et préviennent donc le délassage. À noter que c'est un petit détail, mais les lacets sont constitués à 100% de matériaux recyclés. Pour la semelle extérieure, on a du Vibram Mega Grip avec des crampons de 4 mm et les crampons, ils sont de 3 formes différentes. On retrouve les traditionnels crampons en étoile plutôt situés au milieu de la chaussure. C'est les mêmes crampons qu'on avait déjà sur la Agility Peak 5. Et ensuite, on retrouve également les crampons bidirectionnels en forme de V qui étaient plutôt présents, alors également un petit peu sur la Agility Peak 5, mais surtout présents sur la Long Sky 2. Donc ces crampons en V en forme de boomerang sur laquelle il a été ajouté des petits picots. Et là, ils sont bidirectionnels en V orienté pour la montée à l'avant de la chaussure et orienté pour la descente, pour la retenue à l'arrière de la chaussure. Donc c'est ce que Merrell appelle le traction lug, et on peut voir que les crampons sont absents à certains endroits, ce qui était également le cas sur la Agility Peak 5, et ça je pense que c'est dans un but de gain de poids. En termes de semelle intermédiaire, l'amorti, on est donc sur du Float Pro qui est moelleux et dynamique, qui a du répondant. La largeur du chausson, elle est normale à fin. La chaussure n'est pas équipée de plaque carbone. En autre information intéressante, il y a un élastique de rangement des lacets sur le dessus de la languette. On a un rocker qui est prononcé à l'avant et à l'arrière qui fait cette espèce de mouvement culbuto de la chaussure qui est prononcé. On a également un élastique de maintien de la languette plaqué au pied à l'intérieur de la chaussure qui va du dessus du cou-de-pied jusqu'au métatarse, donc qui est donc assez longue tout le long du pied et qui fait un peu penser à la structure Sensifit de Salomon. On a un contrefort talon qui est semi-rigide, c'est-à-dire qu'il est souple tout en haut mais plutôt rigide en bas, vraiment au niveau du talon, et qui vient donc proposer un certain maintien. La languette, elle a une fine mousse amortissante avec un mesh aéré par-dessus. La chaussure est résistante à la torsion longitudinale et à la flexion d'avant en arrière. Il y a un petit peu de flexion possible sous les métatarses, mais par contre sur le reste de la chaussure, c'est quasiment impossible de la plier. Et il n'y a pas de pare-pierre. En termes de prix catalogue, la chaussure est proposée à 200 €. Rapidement, concernant les conditions du test de cette MTL Adapt, j'ai plus de 120 km avec elle, donc je les ai vraiment poussés et je pense que j'ai fait tout ce qui était possible de faire avec cette chaussure. J'ai fait de la PMA, de la vitesse le plus vite possible en montée avec elle, donc vraiment des fractions très rapides. Là, même hier, j'en ai encore fait une à 30 secondes à fond en montée, donc vraiment le plus rapide possible. J'ai fait des séances type kilomètre vertical, seuil en montée. J'ai fait des fractions à haute intensité courue, des fractions marche
marché. J'ai fait de la course sur sentier également à plat, à basse intensité, à haute intensité. J'ai fait des sorties longues, dont une sortie qui faisait 55 km et 3005 avec des sentiers roulants, plutôt en bas de la sortie, puisqu'on montait tout en haut de Beldon, et des portions beaucoup plus accidentées, puisqu'après on était dans Beldon, on a fait une traversée de Beldon avant de redescendre, et là on était vraiment dans typiquement les terrains de Beldon, à savoir très accidentés, du caillou, difficile de poser les pieds partout. Bref, classique de terrain accidenté. Alors j'ai pas fait beaucoup de bitume avec elle, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup, c'est vrai. J'ai fait des sentiers qui étaient accidentés, d'autres qui étaient beaucoup plus roulants, des chemins plus roulants. Bref, je pense que j'ai tout fait ce qui était possible à faire avec cette chaussure, et donc je peux vous faire un feedback qui est vraiment très complet. La première chose dont je veux parler, alors oui, on va parler du confort, on va parler du dynamisme, etc., il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la première chose dont je veux parler, c'est la première chose qui m'a surprise, moi, qui m'a bluffé, c'est les sensations de précision et de retour terrain alors qu'on a 36 mm de stack à l'arrière et 30 à l'avant. Je pensais pas, avec une telle épaisseur, et c'était le cas avec la Ultra Glide 3, je pensais retrouver une chaussure qui a très peu de sensations sous le pied. Encore que la Ultra Glide 3, c'est pas la pire dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie, c'était typiquement le retour que je vous faisais sur cette chaussure, à savoir la Trabuco Max quand je l'avais testée en ligne. Ok, c'est super, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de maintien, etc. C'est très bien. Mais l'amorti était telle, et l'épaisseur, la densité de mousse était telle que on sent vraiment pas le terrain avec celle-là. Et pour le coup, on est à 40 mm là aussi, donc 39 mm sur la Ultra Glide 3. Et sur celle-là, 36 mm, donc c'est assez similaire. Et je pensais retrouver les mêmes sensations qu'avec les deux modèles dont je viens de vous parler. Et pourtant, je me suis retrouvé avec une chaussure qui, dans sa catégorie, c'est pas la Long Sky 2, est précise. On sent où on pose le pied, elle est précise, elle répond correctement au mouvement du pied. On ressent quand même du terrain, on n'a pas de lissage, on n'a pas cette espèce de sensation que ça gomme complètement les aspérités du terrain. Donc oui, elle est grosse, l'amorti est imposant, et pourtant elle est précise, on sait ce qui se passe sous le pied, et on peut poser le pied, typiquement dans Beldon, sur des petits bouts de cailloux qui ont des formes un petit peu bizarres. La chaussure, on sait où on est, la chaussure se tord pas, et ça c'est vraiment plaisant. C'est quelque chose qui m'a plu, ouais, ça c'est clair, mais c'est quelque chose qui m'a surpris, parce qu'avec un tel amorti, je m'attendais pas à avoir une chaussure qui a une précision aussi prononcée. La deuxième chose dont je vais vous parler, en tout cas dans les retours, c'est le dynamisme. Alors, c'est une chaussure qui est dynamique, qui accompagne la foulée, qui la favorise, je trouve. Il y a cette sensation de propulsion qu'on ressent quand on l'utilise. Je pense que c'est surtout permis par les rockers, qui sont très prononcés, plus que par la mousse. Alors oui, la mousse, elle a du répondant aussi, c'est sûr. On sent bien qu'il y a un petit côté rebondissant, un petit côté retour d'énergie, comme on pouvait avoir sur la Agility Peak 5, qui est super agréable pour ça. Mais je pense que ce qu'on retrouve le plus, et là où il y a une différence avec la Agility Peak 5, c'est que les rockers sont beaucoup plus prononcés. On a vraiment cette espèce d'effet culbuto d'avant en arrière qui fait qu'on a le sentiment que la chaussure, elle propulse quand même vers l'avant. Même quand on a des petites foulées sur la fin d'une longue sortie, comme celle que j'ai réalisée, où on est un peu fatigué, la foulée se rétrécit un petit peu, on fait des petits pas, et ben en fait on a cette sensation que la chaussure, elle continue de proposer du déroulant, elle continue de proposer en fait de l'accompagnement de la foulée, et ça c'est vachement agréable. En tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ça donne une sensation de dynamisme, en tout cas d'accompagnement de la foulée qui est plaisant. Donc la mousse, oui, elle répond exactement comme la Agility Peak 5, mais je pense que cette sensation de dynamisme, elle est surtout permise par les rockers avant et arrière qui permettent cette espèce de bascule d'effet culbuto de la chaussure. En termes d'accroche et d'adhérence, Merrell, ils n'ont pas changé leur promesse. La Long Sky 2, elle a une accroche qui est complètement dingue. La Agility Peak 5, elle a une accroche qui est complètement dingue. Et bah, exactement comme les autres, avec des crampons de 4 mm, la MTL Adapt, elle a également une accroche qui est ultra prononcée. Alors on a 4 mm de crampons. Au début, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé un chouïa plus. 4 mm 5 mm, moi j'aime bien. Je sais que c'est quelque chose auquel moi je suis souvent attaché, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que je recherche beaucoup dans les chaussures, ce côté mordant. Mais en fait, ça va. En fait, à l'utilisation, j'ai pas eu la sensation que la chaussure mordait peu, comme par exemple la Trabuco Max, où c'est un retour négatif que je faisais dessus. Je trouve que les crampons, ils pourraient être améliorés quand même. Là, on n'a pas ça. On a vraiment une chaussure qui mord bien. Je pense que le dessin des crampons joue beaucoup, plus les petits picots qu'ils ont ajoutés, qui doit augmenter à la sensation d'adhérence et d'accroche, pardon, de manière générale. Donc, ils sont vraiment efficaces. En plus, il y a le fait que si on rajoute 0,5 ou 1 mm de crampon, bah, on prend du poids, parce que je vous ai dit, le rubber, le pneu, la gomme, là, c'est quand même le plus lourd quasiment sur une chaussure. Donc des fois, rien qu'enlever 0,5 mm, ça peut grandement aider à alléger un petit peu la chaussure.
Donc ça, c'est vraiment top. Même sur les séances d'intensité où j'ai voulu courir en côte, où j'ai fait de la haute intensité en côte, donc on pose le pied et on veut tracter un petit peu fort, j'ai pas eu la sensation que le pied glissait vers l'arrière, ce qui est le plus désagréable. Moi, je déteste avoir une chaussure où j'ai l'impression que le pied il fait des petits mouvements en arrière. Donc je trouve que l'accroche, elle est vraiment excellente sur ce modèle-là. Et en fait, l'accroche, elle est cohérente avec tous les modèles que Merrell propose jusqu'ici. Donc ça c'est vraiment chouette de retrouver les mêmes sensations. À savoir que les crampons, vous avez vu là, à la fin, à l'arrière, ils remontent un petit peu à l'arrière, ce qui donne cette sensation que dans des descentes un peu prononcées, on a la chaussure qui peut venir mordre vraiment, même si on glisse un peu avec le talon et que ça part un petit peu, on a la sensation que ça adhère vraiment loin derrière. Là, on va poser le talon dans des zones où quand on part en avant, en fait, ça agrippe et du coup, ces espèces de petits crampons mordants à l'arrière, là, peut-être qui participent à cette sensation d'accroche prononcée en descente également. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que l'accroche, elle est vraiment super. En termes d'adhérence, j'ai pas eu énormément de portions où j'avais de la flotte ou des cailloux mouillés. Quand j'ai passé ce type de portion, parce que typiquement sur la sortie de 55 bornes, j'ai pris la pluie pendant environ 1 heure dans Beldon, donc typiquement de la roche mouillée. À aucun moment j'ai eu la sensation que ça glissait, comme j'ai pu l'avoir sur des Lova par exemple l'an dernier, où je trouvais qu'il y avait un travail à faire sur l'adhérence de la gomme. Mais bon, on est sur du Vibram, donc Vibram, ils savent faire des chaussures à des gommes adhérentes, ils savent faire du matériau qui grippe. Donc je pense qu'en fait, en termes de promesses de grippe, on est sur ce que Vibram propose d'habitude. Évidemment, il faut que je vous parle du confort. Je vais pas m'éterniser dessus parce qu'en fait, il est ultra présent. Mais bien sûr, on a une mousse qui est pas trop raide et ça, c'est quelque chose qui est quand même plaisant. Par exemple, là, je viens de faire le test de la Ribelle Run 2. Il y a de l'amorti, oui, mais il est super raide l'amorti. La Trabuco Max 4, c'est limite, c'est raide. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent chercher un petit peu plus moelleux. Et je pense que la densité de la mousse ou la viscosité de la mousse, je ne peux pas vous dire exactement les choix qui ont été faits par Merrell, mais je pense qu'il y a des choix qui font qu'on a quand même un petit peu plus de moelleux que sur ces chaussures que je viens de vous dire. Alors, c'est pas une chaussure qui a un amorti ultra moelleux. Ça, c'est important à garder en tête. C'est pas une Hoka Mafat, par exemple, avec des mousses qui sont vraiment très moelleuses, très amortissantes, dans lesquelles on s'enfonce presque. Moi, en plus, j'aime pas trop ça. Là, on a quand même une mousse qui a une certaine densité, qui a une certaine rigidité, ce qui fait en plus qu'on peut pas la tordre. C'est une des raisons pour laquelle on peut pas la tordre, la chaussure. Mais néanmoins, moi, je trouve que c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'on a une mousse qui est pas trop molle, donc il y a aussi une côté durabilité, parce que quand la mousse elle est un petit peu plus dense, elle va moins se déformer dans le temps, donc la chaussure va un peu plus durer. C'est plaisant, c'est confortable, c'est moelleux. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, je trouve que le compromis qui est proposé par la mousse là, entre pas trop moelleux, mais pas trop rigide non plus, il est bien trouvé et voilà, moi ça m'a satisfait en tout cas. Je vais vous parler un petit peu de sa stabilité également, parce que malgré sa hauteur, c'est une chaussure qui se tord peu et qui fait pas bateau. On a des chaussures comme ça, quand on est haut, qui ont un côté un petit peu bateau, où la chaussure, elle fait comme ça un petit peu avec des oscillations gauche-droite et qui font que des fois, ça peut être compliqué à la maintenir stable. J'ai pas du tout eu cette sensation et moi, je trouve que la chaussure, au contraire, elle est très stable. Alors, c'est pas la plus stable du marché. Loin de moi l'idée de vouloir vous dire ça. Mais en fait, par rapport à la hauteur du stack, à quel point la chaussure, elle est épaisse, etc., pareil, je m'attendais pas à avoir une telle stabilité. Il y a très peu d'oscillations gauche-droite. À aucun moment, j'ai mon pied qui est parti. J'ai l'impression que la cheville a vrillé parce que la hauteur était prononcée. Donc, c'est une chaussure qui est quand même stable. Je pense que cette stabilité, elle est aussi aidée par le contrefort semi-rigide, à savoir que, comme je vous l'ai montré juste avant, là, le contrefort, il se plie au niveau du tendon d'Achille. Donc, très bien, c'est agréable, c'est confortable, on n'a pas de frottement, c'est super. Mais par contre, juste en dessous, là, on a une coque qui est rigide. Et du coup, le bas du talon étant coqué, je pense que ça aide à maintenir une certaine stabilité. Donc ça, c'est une des premières choses qui doit faire que la chaussure, elle est stable, qu'elle se pose bien à plat et que le pied bouge peu dedans, parce qu'en fait, il y a des contreforts rigides qui la maintiennent. Et je pense qu'également, je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, la semelle, elle déborde légèrement. C'est-à-dire que des fois, les chaussures qui manquent de stabilité, c'est des chaussures qui ont une semelle extérieure qui est assez fine. Donc, on gagne en poids. La semelle extérieure, elle est pile poil sous le pied. Mais là, comme la semelle, et du coup, là, on est haut avec peu de débordement, donc ça peut basculer. Là, comme la semelle extérieure, elle déborde un petit peu sur les côtés, je pense que ça aide à avoir cette sensation de pied qui s'écrase dedans et de moelleux sur les côtés, légèrement sur les côtés, évidemment, ça remonte pas, mais d'avoir de sensation d'amorti sur les côtés qui fait que la chaussure, elle est quand même relativement stable. En tout cas, voilà. Et c'est pas la chaussure la plus stable du marché. Si vous cherchez une énorme stabilité, je pense que par exemple, une Trabuco Max 4, c'est plus stable. Mais moi, c'est une stabilité et c'est quelque chose que je recherche dans la chaussure. C'est une stabilité qui m'a largement satisfait et que je trouve très bonne. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est une des rares chaussures en termes de stabilité et de maintien du pied également où j'ai pas, vous le voyez là, j'ai pas pris le passant supplémentaire. C'est-à-dire qu'il est
libre, le passant supplémentaire là, alors que sur quasiment toutes mes chaussures, je suis obligé de l'utiliser celui-là pour maintenir encore plus ma cheville parce que j'ai un pied fin. J'ai un pied fin, donc moi j'ai vite de l'instabilité à l'arrière du pied. Et là, c'est une des rares chaussures où je l'ai fait au début et j'ai pas trouvé ça top. Je l'ai enlevé. En plus, les lacets, ils sont un peu trop courts pour utiliser ce dernier passant. Je vous le dis, si jamais vous l'utilisez, vous allez devoir changer de lacet. Et du coup, c'est une des rares chaussures où j'ai pas besoin de l'utiliser parce que je trouve que le maintien et que la stabilité, elle est bonne. Donc voilà, ça va dans le sens de mes retours. En termes de poids, oui, c'est une chaussure qui a un poids élevé. 350 grammes en 46,5, quasiment 300 grammes en 42. C'est une chaussure qui pèse un certain poids. Mais en fait, elle est dans son poids de la catégorie de chaussures qu'elle propose, c'est-à-dire les poids des chaussures max cushioning, amorti maximal. Ils sont élevés, hein, je vous donne quelques comparaisons. C'est le même poids que la Ultra Glide 3. Je sais pas, je crois que la S-Lab Ultra Glide, elle est à peine moins lourde que la Ultra Glide 3, mais pas grand-chose, donc ça va être dans les mêmes catégories. C'est le même poids que la Amplux 2 de Lova que je vous avais testé, alors que c'est une chaussure qui propose moins d'amorti, qui est plutôt une chaussure polyvalente pour des formats jusqu'à 80-100 km, je dirais. Elle fait à peine 25 grammes de plus que la Agility Peak, elle fait 20 grammes de moins que la Lova Fortux, donc elle est lourde, oui, quand on la compare à une Young Sky 2 par exemple, mais dans sa catégorie de poids, j'ai l'impression qu'elle est dans la moyenne, qu'elle dénote pas trop de la moyenne, alors qu'elle propose du Matrix, donc c'est-à-dire quelque chose qui est résistant, alors qu'elle a un amorti qui est considérable. Bref, pour le poids, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai l'impression qu'elle est dans sa catégorie. Donc si elle avait dépassé les 400 grammes, par exemple, dans ma pointure, ou s'en approcher, j'aurais peut-être fait s'en approcher plus, j'aurais peut-être fait un commentaire là-dessus, mais là, il me semble que c'est dans la moyenne, donc j'ai rien à dire. En durabilité, je sais pas trop. Là, la chaussure que vous avez sous les yeux, elle a 120, 140 km, quelque chose comme ça. Elle est en très bon état. Je vois aucun endroit, même sur la mousse là, alors que je suis allé la frotter dans des cailloux. Il y a un petit peu d'abrasion sur les côtés. Mais bon, quand on frotte dans des roches, ça m'étonne pas trop. Mais là, je vois rien en particulier qui démontrerait d'une usure prématurée. Je peux pas vous dire beaucoup plus sur la durabilité. Si jamais vous avez ce modèle et que vous l'avez beaucoup utilisé avec plus de kilomètres que moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je tiens juste à rappeler deux choses. Dans la durabilité, il y a souvent trois éléments qui soufflent les premiers. La mousse. Là, on est sur une mousse qui a une certaine densité, donc j'ai le sentiment qu'elle va pas se déformer de suite, qu'elle va pas s'écraser de suite. Le mesh, où on peut avoir des trous, etc. Ce qui est souvent quelque chose qui est reproché au modèle Trabuco. Je sais pas si ASICS a prévu d'améliorer quelque chose de ce côté-là, mais en tout cas, c'est des reproches que j'ai pu lire sur Internet. Là, on est sur du Matrix, donc quand même, en termes de durabilité, on est censé être sur les types de mèches qui sont les plus résistants. Et on est sur du Vibram. Et Vibram, on sait que c'est quand même des gommes qui sont ultra résistantes, qui durent dans le temps. Donc, je sais pas si la durabilité, elle sera extraordinaire. Vous allez pouvoir la pousser jusqu'à 1000, 1200 km, j'en sais rien. J'ai quand même le sentiment qu'il y a eu des choix qui ont été faits pour que la durabilité soit quand même bonne, voire très bonne. Et donc ça, faudra le voir dans les mois à venir. Moi, je vais continuer à l'utiliser parce que je pars sur mon premier Ultra avec, et je compte bien l'utiliser sur l'échappée belle également. Mais là, je vais faire le Val d'Aran avec elle, ou j'ai fait le Val d'Aran avec elle, selon quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. À la limite, je vous mettrai un commentaire quand je serai à beaucoup plus de kilomètres avec cette chaussure-là. Mais en durabilité, j'ai quand même le sentiment que ça va le faire et que c'est quand même, j'ai de bons espoirs, quoi. Et en termes de défauts, parce que j'en ai pas cité pour l'instant, très honnêtement, j'ai du mal à en trouver à cette chaussure. Dans sa catégorie, dans la catégorie de ce pourquoi elle est pensée, j'ai l'impression qu'elle coche toutes les cases et qu'il y a quasiment rien à lui reprocher à cette chaussure. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, mais du coup vous allez voir que c'est vraiment du détail tatillon, mais bon, je le suis, donc autant l'être jusqu'au bout dans tous les tests. Je suis pas très fan des lacets. Je pense que les lacets, ils auraient pu être mieux. Par exemple, je trouve que les lacets de la Agility Peak 5, ils sont beaucoup mieux. Là, les lacets, ils manquent un petit peu de longueur, donc c'est un peu dommage, parce que par exemple, pour les personnes qui veulent utiliser le dernier passant, c'est pas possible, hein. J'ai essayé, j'ai galéré, donc j'ai dû passer d'autres lacets dans la chaussure. Ils sont pas très confortables, ils sont très rugueux, c'est vrai, ça prévient le délassage, mais c'est les mêmes que sur la Long Sky 2, on a un peu du mal à les resserrer parce que justement ils accrochent très fort. Donc ok, ils accrochent, ils permettent d'éviter le délassage, mais à l'inverse, ils accrochent tellement que des fois, c'est un petit peu dur de venir bien les resserrer. Donc bon, c'est le seul détail que je pourrais reprocher, à savoir que ça se change facilement des lacets, vous pouvez très vite changer des lacets, ça coûte pas bien cher, mais voilà, c'est le seul point, je pense, que je pourrais reprocher, c'est-à-dire qu'on a une chaussure qui est tellement aboutie partout que presque des lacets un peu mieux, ça aurait été bienvenu. Alors moi, personnellement, j'aurais bien aimé un chausson légèrement plus fin, je dis bien légèrement, pas beaucoup plus fin,
Parce que par exemple, par rapport à la Ultra Glide 3, où j'avais vraiment de la place, pour moi, c'est trop large pour moi la Ultra Glide 3. Là, on a un chaussant qui est normal à fin, et moi, je suis vraiment bien dedans. J'aurais aimé un chouïa plus fin, mais sachant qu'elle est faite pour les ultras et que sur les plus longues distances, les pieds ils gonflent. Alors, je sais pas à partir de quand ça gonfle, hein, parce que moi, les plus longues sorties que j'ai fait, même en off, ou les plus longues courses que j'ai fait, je suis monté jusqu'à du 14-15 heures en off et du 11 heures en course, et j'ai jamais trop eu cette sensation de pieds qui gonflent, mais peut-être que c'est sur des durées plus élevées. En tout cas, je pense que pour les personnes, on sait dans la littérature que c'est une réalité, hein, il y a des travaux là-dessus qui montrent que le pied gagne en largeur avec la durée, et du coup, je pense que comme elle est faite pour l'ultra, c'est peut-être pour ça qu'elle a un chaussant un petit peu plus large, par exemple, que la Agility Peak ou que la Long Sky 2, et donc c'est pertinent. En tout cas, moi, la largeur m'a pas choqué, même si j'aime bien les chaussants fins. Là, j'ai été bien dedans, et en la serrant bien, sans avoir de douleur, je suis très bien dedans. Donc en conclusion, pour moi, on a devant les yeux une chaussure d'ultra trail qui est extrêmement réussie. Et c'est certainement une de mes chaussures préférées aujourd'hui avec la Agility Peak 5. En fait, je trouve qu'elle est à l'aise partout. Elle est à l'aise dans du roulant, elle est à l'aise sur des terrains techniques, elle est ultra confortable, elle est stable, elle se tord peu, surtout en longitudinal, moi c'est ça que je préfère. Elle reste dynamique avec un bon rocker qui accompagne la foulée, elle est amortissante, elle est précise, je m'y attendais pas du tout alors qu'elle a un stack qui est imposant. Ça m'a vraiment surpris ça. Donc pour des formats longs et pour des ultra trails ou pour des gens même sur des formats plus courts qui veulent un maximum de confort, je trouve qu'elle coche énormément de cases et que c'est une vraie réussite de la part de Merrell. Je suis vraiment bluffé par cette chaussure et j'ai du mal, pour moi on est presque sur la meilleure chaussure pour de l'ultra trail. En tout cas dans une catégorie, la catégorie amorti maximum, etc. Alors pour moi elle n'est pas adaptée à des formats rapides ni des formats ultra dynamiques et très courants. Je prends l'exemple de la Cloud Ultra Pro de On parce que j'ai eu la chance d'avoir accès un peu aux coulisses de son développement il y a pas longtemps. C'est une chaussure qui est pensée pour gagner l'UTMB par exemple, cette chaussure-là, la Cloud Ultra Pro. Et je pense pas que ce soit l'objectif de cette chaussure-là, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins orientée haute vitesse, haute performance, parce que les gens qui cherchent à gagner l'UTMB ou à courir vite tout le long de l'UTMB, ça commence à demander un certain niveau. Et par exemple, moi, je pense que je sais pas du tout ce que je pourrais donner sur un UTMB, mais je pense pas être parmi ceux qui vont courir un maximum de temps sur l'UTMB. Je pense que je suis quand même de ceux qui vont avoir de longues portions de marché, même si j'aurai un objectif de performance sur cette course. Donc bref, tout ça pour vous dire que je pense pas que ce soit une chaussure qui est adaptée pour les formats où vous souhaitez quelque chose d'un peu plus léger, de très haute performance, de plus dynamique. Pareil, si vous faites un templier à haute vitesse, là où par exemple la dernière de On elle est adaptée, je pense pas que ce soit l'objectif de celle-ci. Mais par contre, pour plein de personnes qui sont à la recherche de performance également, mais qui veulent du confort, qui veulent une chaussure pas trop lourde, qui veulent une chaussure qui est quand même adaptée, qui est dynamique, etc. Je pense que celle-ci, elle fera le job sur les formats longs. Alors, elle le fera pas sur les formats les plus courts, elle le fera pas sur les formats les plus dynamiques, à savoir, par exemple, je prends un Templier ou une Saint-Élion ou peut-être même un Saint-Jacques, c'est pas la chaussure avec laquelle je partirai là-dessus. Mais par contre, là, sur le Val d'Aran, moi, je pars avec elle. Et sur l'échappée belge, je pars avec elle. Si demain, je fais un UTMB, imaginons, c'est typiquement le genre de chaussures que moi je me vois bien emmener, même si je refais un UTCAM, un 80 km ou le 100 km de l'UTCAM, c'est la chaussure que je me vois prendre. Donc bref, c'est quand même une chaussure que je me vois emmener dans vraiment beaucoup de situations, mais pas là où je vais chercher de la vitesse, de la relance le plus souvent possible. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut garder en tête. Voilà, j'espère que ce test vous a plu, qu'il répond à des questions que vous vous posez et donc vous aide à mieux comprendre les contextes d'utilisation et pourquoi est faite cette chaussure. Il y a peut-être des points que j'ai pas abordés ou que j'ai oublié d'aborder, donc n'hésitez pas à me poser une question en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais ce modèle vous a convaincu, je vous invite à en faire l'acquisition avec un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test matériel ou pour un épisode du podcast par exemple.